Raconte-moi autrement les OGM, une émission de Radio Zinzine réalisée en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. Il s'agit de la 19e émission dans cette série, aujourd'hui avec Frédéric Jacquemart, ancien président d'InfoGM et membre du groupe international d'études transdisciplinaires. Le sujet de cette émission, c'est les systèmes naturels complexes. Bonjour Frédéric Jacquemart. Bonjour Nick. Tu te retrouves toujours dans les Cévennes, non? Oui. Très bien. On pourrait peut-être commencer cette émission avec une toute petite présentation. Si tu pourrais déjà peut-être expliquer ton lien avec l'équipe d'InfoGM, parce que c'est quand même une série d'émissions qu'on fait avec l'équipe d'InfoGM. Et peut-être aussi parler, parce que tu m'as envoyé un document avec l'entête Groupe international d'études transdisciplinaires, un peu, voilà, expliquer ton lien avec ce sujet, quoi. Très bien, alors bonjour à tout le monde. Moi j'ai un lien très fort avec InfoGM puisque j'ai adhéré à InfoGM au début de l'existence de cette organisation et puis j'ai été président d'InfoGM pendant pas mal d'années. Je reste évidemment en lien avec l'équipe, même si j'ai passé la main de la présidence à d'autres. Quant au groupe international d'études transdisciplinaires, c'est, disons, mon association privilégiée. C'est une association qui s'occupe des problèmes du monde moderne, disons, c'est-à-dire de la problématique de la destruction du monde vivant par les activités humaines. Pour faire court. D'accord. En tout cas, tu m'as envoyé une note qui est un peu le sujet de cette émission. Et je vois que, si j'ai bien compris, vous êtes en train de faire une démarche argumentée envers le ministère de l'Agriculture en France et sans doute aussi la Commission européenne pour exprimer vos inquiétudes, fortes inquiétudes sur les propositions dont on a parlé beaucoup dans cette série d'émissions, donc de la Commission européenne par rapport à la déréglementation, on pourrait dire, par rapport à ce qu'on appelle les nouveaux techniques génomiques, etc. Et donc, je vois qu'il y a toute une liste de signataires qui sont des professeurs, des directeurs de recherche, etc., etc., quoi. Donc ça, c'est un peu les gens qui font partie avec toi dans ce groupe. Non, pas forcément, mais ce sont des gens qui s'intéressent à la dynamique du système complexe, parce que c'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que ce qui est de stupéfiant dans l'évaluation des nouvelles technologies, et notamment des biotechnologies, c'est qu'on oublie complètement que nous vivons dans des systèmes complexes. Et qu'un système complexe, c'est quelque chose qui ne se maintient pas tout seul. Il faut une organisation pour le maintenir. Sinon, il se délite, il se détruit. Et on ne se pose pas la question de savoir quelle est l'influence des technologies que nous développons, qui sont de plus en plus puissantes, de plus en plus capables de perturber ces systèmes-là. On ne se pose pas la question de savoir s'ils interfèrent avec l'organisation de ces systèmes, ce qui est complètement aberrant. Alors, moi, c'est un peu c'est mon sujet depuis 40 ans, et dans le monde associatif depuis 35 ans, j'essaye de faire comprendre qu'il faut s'intéresser effectivement à cet aspect systémique. Si tu peux juste, quand tu parles d'une organisation, je pense qu'il faut préciser, enfin j'imagine, qu'il ne s'agit pas d'une organisation extérieure ou alors partielle uniquement par des humains. C'est une espèce d'organisation interne à tous ces systèmes complexes que tu appelles les systèmes complexes naturels, que d'ailleurs je trouve qu'il faudrait un tout petit peu définir, parce que ce n'est pas si simple à comprendre ce que tu
veut dire ou comment tu définirais ces systèmes complexes naturels? Bon, je les définis pas déjà, pour des raisons qui prendraient une émission complète. Mais l'idée du système, c'est que justement, si on a une forme, une organisation quelconque, eh bien, elle va se détruire. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Hein. C'est une loi physique. Et les systèmes vivants, eux, se maintiennent et ils se développent et ils se complexifient. Ce qui est paradoxal par rapport à cette loi de la thermodynamique, et ceci vient du fait qu'ils utilisent de l'énergie pour se maintenir. Mais cette énergie, ils ne peuvent pas l'utiliser n'importe comment. Si on met un être vivant à bouillir, il va récupérer de l'énergie, mais il va mourir, il ne va pas s'améliorer, il ne va pas survivre. Donc il faut qu'il y ait une organisation qui soit capable d'utiliser l'énergie pour pérenniser le système. Cette organisation, comme tu le dis très bien, elle n'est pas extérieure, c'est une auto-organisation. C'est une organisation qui va émerger de l'histoire évolutive du système lui-même. Et c'est là qu'on tombe sur les OGM tout de suite. Et on va tout de suite te dire, j'espère qu'on aura l'occasion de le reprendre ensuite, c'est que les OGM, ils n'ont aucun rapport avec l'historicité de ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'en introduisant des OGM dans un système organisé, on va introduire de l'aléatoire dans ce système qu'on désorganise. Et donc moi, c'est la raison fondamentale pour laquelle je suis opposé aux OGM, même s'il y en a d'autres, mais celle-là, c'est la fondamentale. C'est-à-dire qu'on est certain, si on développe ces techniques-là, de déstabiliser les systèmes dans lesquels on vit et dont on dépend. C'est-à-dire que la chose la plus importante au monde, on va l'agresser par ces techniques et personne n'y prend garde. Oui, en fait, tout à fait au début de cette note que vous avez rédigée pour le ministère de l'Agriculture, c'est indiqué que l'évaluation des OGM jusqu'à présent, en général, c'était concentré d'une part sur les effets potentiels sur la santé, plutôt la santé humaine et puis récemment sur les effets socio-économiques. Il y a parfois aussi question peut-être écologique, le risque de contamination ou de pollinisation croisée ou je sais pas quoi avec des plantes naturelles, enfin toutes ces questions-là. Mais vous dites que justement, la Commission européenne et tous les autres, ils prennent pas du tout en compte dans l'évaluation des risques, cet impact sur ces fameux systèmes complexes naturels. Tout à fait, mais les risques écologiques, ils sont étudiés de manière analytique et pas du tout sur un plan systémique. Je prends un exemple. Dans un système naturel, comme on l'a dit, il évolue. C'est pas du tout, quand on dit pérennité, ça veut pas dire qu'il va rester sans modification. Il se modifie tout le temps, mais en restant lui-même. De même qu'un individu qui est un système complexe naturel, entre le moment où il est bébé et le moment où il est vieillard, il a changé. C'est toujours quand même la même organisation. Il y a une pérennité jusqu'à la fin, et quand la fin est dépassée, c'est fini, le système s'effondre, mais il y a une pérennité du système, d'un système qui bouge et qui évolue, mais il ne peut pas évoluer n'importe comment. Et il n'évolue pas à n'importe quelle vitesse, c'est-à-dire que la vitesse d'évolution d'un système, c'est quelque chose qui est une caractéristique essentielle du système. C'est une caractéristique émergente mais essentielle. C'est-à-dire que si on la change artificiellement d'une manière significative, évidemment, eh bien on va désorganiser le système. Or là, par exemple, si on prend l'évolution des sociétés, on se trouve actuellement confronté à une avalanche de nouveaux produits et de changements dans les relations humaines, dans les formes des relations humaines, à une vitesse qui n'a jamais eu d'équivalent dans toute l'histoire. Et nous sommes en train, du simple fait de cette accélération, de réellement disloquer les systèmes sociétaux et donc écologiques, puisque les deux sont totalement liés. Ceci pourquoi ? Parce que confrontés à un changement, les gens et les groupes évoluent de manière différente et à une vitesse différente. Et donc si ce
changement est très rapide, eh bien, on a une rupture des liens qui constituent l'organisation du système. On a ça dans les sociétés, on a ça en écologie aussi, où le changement climatique a un rôle catastrophique parce que il est très rapide. C'est moins une question de niveau de température, bien sûr ça joue, mais c'est surtout qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde une vitesse d'évolution pareille. Et à ce moment-là, eh bien, les êtres vivants qui normalement se co-adaptent au fur et à mesure des changements ne peuvent plus le faire parce que ça va beaucoup trop vite. Et on a ce qu'on appelle des disruptions systémiques, c'est-à-dire des ruptures entre ce qui fait l'organisation de ce système, puisque l'organisation, c'est l'organisation des liens qu'il y a entre les éléments. Et puis le système risque à terme c'est dans pas forcément très longtemps, eh bien de s'effondrer et nous avec. Donc on est dans des problématiques qui sont des problématiques majeures, c'est bien plus important que des problèmes de santé qui sont importants mais qui touchent l'individu et pas l'espèce humaine elle-même et les autres espèces. Et ces risques-là qui sont des risques majeurs, on n'arrive pas à les faire prendre en compte parce qu'il y a une espèce de déni. Et ça, c'est bien connu, hein. En psychologie, on sait bien que la perspective de quelque chose de très grave provoque un rejet, un refus de considération. Hein. Si on revient à cette question de la résilience, la capacité de résilience d'écosystèmes, c'est bien indiqué, c'est assez intéressant, quoi. C'est que ce n'est pas du tout en fait directement lié à ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire une biodiversité riche, quoi. Voilà, des espèces et des génomes, parce que tu cites d'une part des forêts tropicales avec une très grande biodiversité, mais aussi des forêts des pays tempérés, hein, un peu comme chez nous, où la biodiversité est nettement plus réduite, hein, et puis même les écosystèmes extrêmement pauvres des déserts. Et en fait, finalement, ils sont tout stables et résilients à leur manière. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a assimilé, pas tout le monde, hein, quand même, bon, il y a les écologues ne pensent pas comme la société en général, mais on a diffusé dans la société l'idée selon laquelle c'était la biodiversité qui apportait une stabilité. Or ça, c'est une idée qui est dangereuse. Comme tu viens de le dire, hein, on a des écosystèmes qui sont plus ou moins riches et qui tous sont stables. Ce qui fait la stabilité d'un système, c'est son organisation. Et cette organisation va se traduire par une certaine biodiversité. Bien entendu, cette biodiversité-là, qui est exprimée par le système, il faut la protéger, et c'est elle qui va être en grande partie la base de la stabilité, de la résilience du système. Mais c'est celle-là, c'est pas n'importe quelle biodiversité. C'est celle qui a été historiquement construite par l'évolution de ce système. Et donc c'est très important parce que, comme je le disais déjà d'emblée, parce que c'est le point essentiel, les OGM n'ont pas de rapport avec cette biodiversité-là. C'est une diversité d'êtres vivants qu'on ajoute, mais qui est aléatoire par rapport à l'historicité naturelle des systèmes. Et il a été montré, et ça c'est quand même quelque chose que la Commission européenne ne devrait pas ignorer tout de même, parce que ce sont des publications qui datent des années 1970, où il a été montré que si on augmente la diversité d'un système, à partir d'un certain seuil, on le désorganise. C'est parfaitement connu. Si on l'augmente aléatoirement, hein, c'est-à-dire sans tenir compte de l'historicité naturelle du système. Même si on ne sait pas la forme que prendra cette évolution, mais on est certain de désorganiser les systèmes dans lesquels on vit.
et dont on dépend à tout point de vue si on laisse libre cours à la prolifération d'OGM. C'est sûr que quelques-uns, ça va pas, enfin c'est sûr, j'en sais rien. Mais disons, c'est quand même des systèmes très résilients, ils sont capables de supporter pas mal de choses. Mais si on libéralise comme ça les OGM et que on en multiplie l'usage, eh bien on sait qu'on va vers des problèmes qui sont extrêmement graves. Quand tu parles d'aléatoire, je voulais juste comprendre, est-ce qu'on peut aussi dire artificiel? Est-ce que c'est ça que tu veux dire quelque part? Parce qu'aléatoire, c'est un peu, ça suit pas la logique d'une évolution, adaptation historique, comme tu parles. C'est ça, c'est pas lié, c'est que c'est indépendant. Donc si c'est indépendant, c'est aléatoire par rapport à l'évolution. J'aurais une autre question, parce que ça m'a intrigué un peu, voilà, cette résilience des écosystèmes diverses avec leur organisation interne, comme tu as expliqué. Mais je pense par exemple à la désertification du Sahel, par exemple, Sahara, tout ça, où on dit que c'était une forêt, etc. Il y a eu des écroulements complets d'écosystèmes dans le passé, mais j'imagine en grande partie dû aussi à une activité humaine, enfin une déforestation excessive ou je sais pas quoi. Mais ça, je veux dire, ce n'est pas si simple que ça de dire simplement que les écosystèmes ils vont tenir si on n'apporte pas ces changements aléatoires comme tu dis. Alors de toute façon, un système n'a pas de projet, y compris il n'a pas le projet de se maintenir. Hein? Il évolue et puis c'est tout. Et il peut très bien s'effondrer et il le fait, puisqu'on a eu déjà des effondrements de la biodiversité qui étaient plus ou moins importants. On a eu un certain nombre de grandes extinctions et on a eu des petites extinctions. Ça fait partie de l'évolution des systèmes. Ce n'est pas une raison pour provoquer nous-mêmes notre propre extinction, même si elle peut survenir naturellement. On est d'accord, je pense. Alors, maintenant, tu soulèves un point important qui est la brutalité des changements. Il se trouve justement parce qu'il faut considérer les propriétés de ces systèmes complexes. Un système complexe peut avoir plusieurs états stables. Et il peut avoir aussi des états instables de transition. Et par essence, un état instable, il n'y reste pas. Et il peut passer d'un état à l'autre. Donc, on a une organisation qui tend à maintenir le système dans une certaine organisation. Si on le perturbe, eh bien, il va y avoir quelques signes, et puis il y a un point qui est vraiment un point de rupture, et là, le système change d'organisation. Et il va vers un état plus pauvre. Et ça, on en a des exemples. Alors, tu as cité le Sahara, qui était une savane, elle est passée de savane au Sahara. Actuellement, on est en train de le faire avec l'Amazonie, où on est en tout cas au moins pas très loin du point de rupture s'il n'est pas dépassé. Et alors, une fois que ce point de rupture est dépassé, en pratique, on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, d'accord, on a fait une connerie, donc on arrête. Non. Une fois que c'est fait, on a changé d'état, on a un autre état stable, dans lequel, s'il s'agit d'écosystèmes, on a perdu pas mal d'espèces, elles vont pas revenir. On est dans un autre état, c'est ce qui s'est passé encore une fois au Sahara, où on a des systèmes qui sont des systèmes stables, mais les espèces qui vivaient dans la savane au même endroit avant, elles n'existent plus. C'est tout le problème pour nous, c'est-à-dire que si on bascule, il y a quelqu'un qui s'appelle Barnowski qui avait publié il y a déjà pas mal de temps dans Nature, c'est un grand scientifique, un article disant qu'on était proche de ce point de rupture au niveau de la nature, de l'écosphère. Si on bascule vers un autre état, on ne sera pas présent dans le suivant. Hein? Et donc, encore une fois, il s'agit de problèmes gigantesques.
qu'il faut prendre en compte dans les décisions politiques. Frédéric, je propose qu'on fasse une petite pause musicale pendant une petite minute pour se reposer les esprits et ensuite on reprend. Voilà, je rappelle que nous sommes en train d'écouter la 19e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, donc réalisée avec l'équipe d'InfoGM et des amis proches, je dirais, d'InfoGM, comme toi, Frédéric Jacquemart. Donc on est en train de parler de ce sujet que je découvre et qui n'est pas simple forcément à comprendre, les systèmes complexes naturels. Et un aspect que je trouvais intéressant dans le document que tu m'as envoyé, c'est un peu une comparaison en quelque sorte de mutations dans un milieu naturel. Parce qu'en fait, comme tu as déjà dit, il y a des mutations en permanence, plus ou moins importantes. Et c'est un phénomène naturel qui est toujours là. Mais ça se passe dans un système justement complexe et ces mutations se trouvent apparemment confrontées à une variété d'autres êtres vivants, des plantes, des animaux, champignons, micro-organismes, un tas de choses, et ça produit une forme d'adaptation qui n'est pas la même si on amène des mutations aléatoires artificielles. Oui, c'est là que la Commission européenne, vraiment ça pose problème parce que identifier, comme le fait la Commission européenne, des mutations naturelles telles que celles qui sont exploitées par les paysans quand ils font de la sélection, avec des mutations artificielles produites in vitro, pour un non-scientifique, ça peut passer, et c'est qu'exploite la Commission européenne pour faire croire aux politiques, qui lui n'a pas forcément de formation scientifique, pour faire croire à cette identité. Mais c'est une escroquerie. Parce qu'il n'est pas possible qu'un expert de la Commission européenne fasse une telle confusion. C'est pas possible. Ou alors il faut qu'il retourne à ses études. Donc là, il y a vraiment un problème majeur au niveau du fonctionnement de la DG Santé, puisque c'est elle qui est en cause. Hein. Et là, il faudra quand même qu'on en parle un jour, parce que c'est pas normal. C'est vraiment une escroquerie, quoi. Alors pourquoi est-ce que c'est une escroquerie ? Parce que, tu l'as dit, quand le système évolue, soit naturellement, soit dans des conditions de culture paysanne, hein, disons, comme le font les agriculteurs biologiques, biodynamie, etc. On a une plante qui va avoir des mutations. Il y a plein de plantes qui vont avoir des mutations dans le champ, mais il y en a une qui va nous intéresser. Elle apparaît, elle est seule avec cette configuration génétique-là, dans une multitude d'êtres vivants qui vont interagir avec elle. C'est le système vivant, et il va falloir que cette plantule soit compatible avec le système pour être acceptée. Et c'est comme ça que le système évolue, c'est-à-dire qu'il va avoir des modifications qui ne sont pas tout à fait aléatoires, mais bon, qui ont l'air de l'être. Et ensuite, ces modifications vont être, par confrontation, acceptées ou non, et sur la durée. C'est-à-dire qu'elles vont, si elles sont acceptées, persister et produire elles-mêmes d'autres modifications locales ou au-delà, et il faut que ces modifications soient elles-mêmes aussi compatibles avec le système, sinon elles sont rejetées. Donc c'est le principe de la sélection darwinienne un peu revu et corrigé. Hein. Oui, mais en même temps,
il y a quand même une influence justement des paysans et paysannes, parce qu'ils peuvent observer ces mutations et vouloir peut-être privilégier certaines mutations parce qu'ils estiment que c'est utile pour leur travail. Oui, ben c'est l'essence même de l'activité paysanne. L'activité de la culture n'est pas une activité naturelle spontanée, mais d'une part, il est hors de question de remettre en cause le fait qu'on fasse de l'agriculture, donc la question du choix ne va pas se poser. La question c'est est-ce que cette agriculture, on va la rendre compatible avec la pérennité du système ou pas? C'est ça la question, c'est pas de savoir si on fait ou non de l'agriculture. Donc il y a une influence, mais encore une fois, tout est quantitatif. Prendre 1 gramme sur la tête ou prendre 1 tonne sur la tête, c'est pas le même phénomène amplifié. C'est autre chose. On mobilise d'autres relations et d'autres conséquences. L'aspect quantitatif joue, et c'est là que je viens sur la suite. Donc on a cette situation naturelle où effectivement le paysan, lui, va dire cette plante qui est compatible dans l'immédiat avec le système, je vais l'utiliser. Et puis on a les biotechnologies qui prennent des cellules de plantes, qui les cultivent dans des boîtes, sur des milieux artificiels, et qui les font muter avec les nouvelles techniques pour obtenir les mutations que l'on cherche. Et pas n'importe quelle mutation, c'est celle-là. Peut-être qu'on y reviendra. Et ces plantes-là, une fois qu'on est content parce qu'on a obtenu ce qu'on veut, on va multiplier, on va déjà les transformer en plantes entières, on va les multiplier et on va mettre dans la nature modifiée, parce qu'on va les mettre dans une nature dans laquelle on a on a désherbé la plupart du temps avec des pesticides, des herbicides, donc il n'y a plus rien. On a mis des pesticides préventivement de façon à tuer tout ce qui pourrait interférer, et on apporte des intrants qui vont manquer à cette plante évidemment déficiente. Et donc on l'impose en force dans un milieu qui est complètement ravagé. On n'est plus du tout dans des conditions de confrontation avec un système évolutif. On l'impose. Et donc on ne peut pas identifier de tels mutants avec des mutants naturels au prétexte qu'il y aurait le même nombre de mutations, ce qui n'est pas vrai en plus, enfin, c'est pas grave. C'est simplement un mode d'action qui est totalement différent, puisque on extrait de l'historicité du système, encore une fois, tout ce qui peut faire la compatibilité d'une nouveauté avec ce système et sa tolérance. Alors que dans l'agriculture biologique, biodynamique et puis apparentée, enfin disons les tendances modernes, quoi, on va rechercher au contraire cette confrontation. On va laisser des adventices, on va laisser des insectes, on va chercher cette confrontation. Et on va faire non pas une plante, mais on va rechercher des populations de plantes diverses de manière à ne pas fragiliser les cultures comme on le fait avec des cultures qui sont homogènes sur le plan génétique. Si elles sont homogènes sur le plan génétique, ça veut dire qu'elles ne supportent pas de variation. Si on a des plantes, par exemple, on arrive à faire des plantes qui seraient un peu plus tolérantes à la sécheresse, par exemple, elles crèvent s'il pleut. Bon, voilà. Donc il faut, dans un monde qui devient très chaotique, au sens mathématique du terme, il faut au contraire privilégier la diversité, mais une diversité historicisée. Oui, c'est vrai pour l'agriculture, mais également pour les forêts. Bien sûr. Et on a la même chose, les mêmes tendances avec les forêts, où on dit il va faire plus chaud, donc on va importer des arbres d'ailleurs qui, eux, résistent à la sécheresse dans leur coin. C'est complètement aberrant, parce que là encore, on a une rupture d'historicité, et on sait qu'on va avoir des problèmes. On ne sait pas lesquels, mais on sait qu'on va avoir des problèmes, donc c'est vraiment idiot de faire ça. Juste pour revenir à la Commission européenne, dans votre note là que vous avez fait pour le ministère de l'Agriculture,
vous expliquez quand même qu'il y a le responsable du dossier à la direction générale, le DG Santé de la Commission européenne, qui s'appelle Monsieur Alexandre Huchelmann. En fait, lui, il dit clairement que ce que tu expliques, les conditions d'équivalence entre les types de mutations, en fait, ça relevait d'une décision politique sans fondement scientifique. Il le dit lui-même. Oui, il ne l'a pas dit d'emblée, mais quand on répète la question, oui, il finit par admettre que c'est une décision politique. Ça, il l'a dit en séance du Conseil, du CESE européen. Et politique, ça veut dire quoi? Politique, ça veut dire que ça fait plaisir à l'industrie agroalimentaire. C'est ça que ça veut dire politique. Et c'est là aussi qu'on revient au fonctionnement de la Commission européenne, quoi. Est-ce que c'est son rôle de faire de la propagande des idées et des besoins de l'agro-industrie, ou est-ce que son rôle est de s'occuper du bien-être des populations? C'est quand même une question qui doit être posée publiquement, ça, un jour. Tu parles en fait d'un contexte éthique anthropocentré, voire économie-centré. C'est un mot un peu inventé, j'imagine, dessous ce travail à la Commission. Oui, parce que normalement, le rôle de l'éthique, c'est de rendre compatibles les activités humaines avec les enjeux majeurs. Alors jusqu'à présent, l'enjeu majeur, c'était la compatibilité avec les sociétés. C'est là qu'on revient à l'organisation des systèmes complexes. Il faut qu'il y ait une mise en compatibilité des comportements des individus avec la pérennité des sociétés. Ça, voilà. On est dans l'organisation des systèmes complexes. Et puis, la pérennité de l'espèce humaine n'est pas posée parce que culturellement, l'être humain est là, il a le droit d'être là, et voire même le monde a été fait pour lui, donc ça se pose pas. Maintenant, ça se pose, on sait qu'on est capable de se mettre en danger, et donc l'éthique doit évoluer. Et les comportements humains, maintenant, doivent être mis en compatibilité, toujours avec la pérennité des sociétés, c'est nécessaire, mais aussi avec la pérennité des systèmes naturels dans lesquels nous vivons. Donc on a un changement éthique qui est profond et qui doit être pris en compte par le politique, parce que ça veut dire un changement de la hiérarchie des valeurs, quoi. Voilà. Et là on y est, la hiérarchie des valeurs, quand on nous dit on veut faire des OGM parce que ça va rapporter à telle ou telle industrie, ça peut pas être acceptable. C'est pas possible. Ça pourrait être acceptable si on était tranquille sur le plan de la stabilité des sociétés et des écosystèmes. Or, comme on l'a vu, c'est pas le cas ni des sociétés ni des écosystèmes, parce que changer profondément les sociétés en changeant leur mode d'alimentation, leur mode de communication, etc., via ces nouvelles techniques qui vont jouer dessus, et altérer la dynamique des écosystèmes, ça a une prévalence très claire par rapport à l'intérêt de quelques industries. Je veux dire, c'est complètement aberrant. C'est une erreur profonde. Et c'est vrai qu'il y a cette dérive par rapport à l'éthique où on a généré une espèce d'aberration qui est une éthique économique, où c'est l'économie qui génère la hiérarchie des valeurs. C'est une perversion, quoi, simplement. Il y a vraiment un problème. Il faut vraiment qu'on arrive. Moi, je dis, je le demande depuis des années. Je demande une confrontation publique avec la Commission européenne, mais publique, et qu'on se mette bien d'accord sur tout ça, quoi. En même temps, je veux dire, la Commission européenne ne va jamais dire publiquement qu'on fait tout ça parce qu'on veut faire plaisir à quelques grandes entreprises et des lobbyistes qui sont très très nombreux à Bruxelles, et ils vont dire voilà, c'est pour adapter des plantes pour qu'ils puissent peut-être être dans des terres, des sols plus salinés, ou ça va être plus sec avec les sécheresses, ou ça pourrait être pour un tas de choses. Scientifiquement, ça ne tient pas la route. Pour adapter une plante à des conditions particulières, par exemple au stress hydrique, c'est des centaines de gènes qui sont impliqués, parce que on peut arriver à faire une amélioration
artificielle comme ça par un gène modifié, et on augmente le rendement dans des conditions de sécheresse induites et contrôlées. Mais dans le milieu naturel, ça marche pas. Parce que un jour il va faire sec, un jour il va pleuvoir, il va y avoir aussi une sensibilité accrue aux pathogènes. Enfin, encore une fois, on a donné de la génétique une idée hyper simplifiée et totalement fausse, où on a un gène qui a telle fonction, mais c'est pas vrai du tout. Et un gène, il fonctionne pas tout seul. C'est un système complexe encore lui-même, la génétique, et les gènes fonctionnent entre eux, et ils ont une dynamique globale, et l'idée de modifier un gène pour obtenir tel résultat, ça ne tient pas la route quand même, quoi. Mm-hmm. J'aurais encore une question. Enfin, là, les OGM sont peut-être concentrés surtout dans les zones, comme toi tu as expliqué dans la note, hein, des zones avec des sols appauvris à cause d'une industrialisation de l'agriculture depuis longtemps. Ça fait partie d'un peu tout ce développement. Et jusqu'à quel point on peut dire que cette évolution que vous dénoncez, qui est complètement encouragée ou accompagnée par la Commission européenne, que ça va avoir un impact, disons, quasi mondial dans beaucoup de régions, de beaucoup de zones où pour le moment, peut-être cette agriculture plus industrielle, on peut penser au coton par exemple en Afrique, hein, c'est aussi là-bas, hein, mais est-ce que ça va être cantonné dans ces zones ou est-ce que ça peut avoir un impact plus large? Alors, il faudrait faire une émission avec Madame Soleil. Il y a des choses qui sont très difficiles à prédire. Le comportement même des systèmes complexes, comme je l'ai dit, nous, ce qu'on promeut, nous, c'est ce qu'on appelle l'évaluation globale. J'aime pas le terme systémique, qui est souvent confondu avec de la transversalité, alors que c'est un changement de paradigme complet. Ça consiste à essayer de savoir si les techniques interfèrent avec l'organisation du système. Ça ne permet pas de savoir quelle sera la réponse du système, ni le devenir du système. Parce que c'est trop complexe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de l'analytique et pas du global. C'est parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. Il faut renoncer à savoir ce qui va se passer. Simplement, on veut savoir si on se met en danger ou pas. Et c'est déjà bien. D'accord. Frédéric, je propose qu'on fasse encore une petite pause et on va vers de facto une sorte de conclusion. Peut-être ce travail que vous faites et quelle perspective, comment on peut faire pour contrer cette évolution que vous dénoncez, quoi. Voilà, vous êtes en train d'écouter une émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, 19e émission avec Frédéric Jacquemart. Donc on est en train de parler de sujets complexes, systèmes complexes naturels. On espère que c'est à peu près compréhensible pour vous les auditrices et auditeurs. On va aller vers petit à petit une sorte de conclusion, mais en tout cas dans la conclusion de ce document que j'ai devant moi, mais vous rappelez que toute cette réglementation de la Commission européenne n'est absolument pas anodine. Ça concerne rien moins que de la modification du vivant et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter avec légèreté. Voilà l'humanité qui se met en danger du fait du développement aveugle, hors contexte, d'une technologie de plus en plus puissante. Et en fait, j'aurais envie de demander un peu, vous êtes quelques-uns, vous êtes nombreux, vous êtes trop peu, ça veut dire il faut beaucoup de connaissances, de compétences, de volonté, de passer beaucoup de temps. C'est un savoir-faire quand même scientifique
déjà d'arriver à comprendre ces genres de questions, et les boîtes, les entreprises en face qui poussent à ce qu'on déréglemente les questions des OGM, et avec l'aide, on dirait, de la Commission européenne, bon, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens, et FOGM fait un travail, je trouve, considérable, énorme, mais n'empêche, c'est vaste ce que vous êtes obligé de faire, déjà pour faire comprendre, ou de comprendre vous-même. Alors, effectivement, c'est très difficile. Comme je te disais, ça fait 40 ans que j'essaye de mettre ça sur la table. Et ce que je remarque, c'est que nous commençons à être entendus. Alors nous, on n'est pas nombreux à nous intéresser au système complexe. Il y a à peu près deux courants qui s'occupent des systèmes complexes. Il y a ceux qui s'occupent des systèmes dans les sciences formelles. Et là, ils sont quand même assez nombreux. Et il y a du travail très intéressant qui est fait. Et puis, il y a ceux qui s'intéressent comme moi et quelques amis au système naturel complexe. Et là, c'est très différent parce que les objets sont complètement différents des objets de la physique, des maths et de l'informatique. Il n'y a pas de rupture entre les deux approches, il y a des voies de passage, mais il faut comprendre que l'approche qui est privilégiée n'est pas totalement adéquate pour les systèmes naturels. Donc on a une difficulté parce que c'est effectivement ce qui existe dans les sciences de la complexité, c'est surtout les sciences. Donc on est très peu nombreux, on n'a pas de moyens du tout, c'est très simple. Tu parles des moyens de la Commission européenne, il suffirait de prendre un programme de recherche complètement absurde qui est financé, et nous on serait financé à vie là-dessus, ce serait formidable. On n'a rien. Mais par contre, ce que je note, c'est qu'on est de plus en plus entendu. Et que, enfin, il y a une attention qui est portée. Par exemple, je suis membre du conseil d'administration de l'ANSES, et qui est l'agence nationale qui évalue les risques des technologies, en gros, les risques alimentaires. Eh bien, là, manifestement, la porte est ouverte à ces discussions-là, et elles ont lieu. Le gros problème, c'est que nous allions arriver avec l'ANSES à mettre en place une réflexion structurée sur le sujet, et puis que l'État retire des subventions aux organismes qui font de la prévention, ce qui me paraît très intelligent sur le niveau politique, et donc les projets que nous avions tombent à l'eau, ce qui est quand même un peu agaçant. Mais voilà, moi là j'ai espoir parce que ça y est, enfin, les gens ont compris qu'on ne pouvait plus rester dans l'analytique. L'analytique, ça consiste à dire le monde est trop complexe, donc j'en prends des petits morceaux et je regarde ces petits morceaux-là. Ça, c'est ce qu'on fait depuis le XVIIe siècle. Eh bien, cette méthode qui est très très efficace, ça donne la science moderne, est en même temps extrêmement destructrice parce que justement, elle est indépendante de l'évolution des systèmes naturels dont on dépend. Et donc, effectivement, on a d'une part une science, une technoscience qui est extraordinairement éblouissante, et qui détruit la vie, quoi. Il y a quand même un paradoxe. Et c'est pas une raison pour la jeter, évidemment. Il faut la science analytique, il faut la conserver, mais on a besoin de la contextualiser par une approche systémique pour la compatibiliser, encore une fois, tout comme comme font les paysans en agriculture biologique, où ils contextualisent leurs intentions, leurs désirs, ils le mettent en confrontation avec la vie. Voilà. Ils le rendent compatible avec la vie. Eh bien, ce que font les agriculteurs biologiques, d'une part, il faut le faire en agriculture, et d'autre part, il faut le faire d'une manière générale pour toute la société, c'est-à-dire que cette technique, cette capacité technique qui est extraordinaire, il faut lui donner du sens, parce que là, actuellement, c'est juste n'importe quoi. On a une idée, on a une envie, on la développe, mais le résultat,
c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le changement climatique, c'est une instabilisation des sociétés, et ça c'est un sujet extrêmement grave, hein, ça commence vraiment à se sentir, mais ça va s'accélérer. Toutes ces questions-là ne peuvent pas être négligées comme elles le sont actuellement. Donc pour nous, l'idée c'est d'arriver à officialiser ces thématiques-là, cette approche-là, et pour ça on a besoin de la société, on a besoin que les gens disent, nous on n'a pas à subir les décisions non fondées d'experts ou de techniciens. C'est notre vie qui est en jeu et on veut en discuter, publiquement. Et ça, il faut le dire, il faut le faire. La dernière émission qu'on a fait dans cette série, c'était avec Helen Torchman sur la fameuse convergence NBIC. C'était assez effrayant tout ce qu'on a entendu. Mais on constate que ça fonce dans ce sens de cette convergence avec les nanotechnologies, biotechnologies, sciences de l'information et sciences cognitives, beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Chine, et qu'en Europe il y a un minimum, un tout petit peu, une approche éthique pour au moins vouloir comprendre et peut-être se poser des questions. Mais en même temps, il y a une espèce de course incroyable au profit. Ça, on sent actuellement avec le fameux sommet sur l'intelligence artificielle et les annonces de Macron et compagnie de dizaines et des dizaines de data centers, etc., qu'il faut absolument pas rater le train. Et parfois, j'ai l'impression que s'il y a il y a évidemment ce risque également dans le domaine dont on a parlé dans cette émission en Europe, qu'on ne veut pas rater le train de peut-être des évolutions très rentables, très économiquement intéressantes, soi-disant. Oui, j'avais répondu à un expert là qui parlait un peu comme ça, qu'effectivement il était extrêmement enthousiasmant d'être le premier à arriver dans le mur. Mais on peut peut-être aussi avoir d'autres projets. Et ça veut dire qu'on arrête de chercher à réformer un système qui, encore une fois, c'est un système. Donc il est très résilient. Et si on fait quelques modifications que font les associations et auxquelles je participe, il n'y a pas du tout de critique là-dessus, eh bien on ne changera pas la dynamique du système. Cette dynamique du système, moi j'en ai parlé, j'ai fait 2 vidéos sur introduction à la métamorphose culturelle qu'on trouve sur Internet. Et ce qui est important à comprendre, c'est que justement les systèmes ont une fin et qu'on arrive à la fin d'un système culturel. Le problème n'est pas de réformer ce système culturel parce que c'est pas possible, mais c'est d'assurer la suite avec le moins de casse possible. Et ça, c'est possible si on comprend comment ça fonctionne. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne et qu'on continue à vouloir aller toujours plus vite, toujours plus haut, eh bien, on tombera de toujours plus vite, toujours plus haut, mais on tombera. Et le risque majeur, c'est évidemment que celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que cette accélération insensée des sociétés humaines conduit à des disruptions majeures et donc à ce qu'on a appelé l'anomie, c'est-à-dire des ruptures de l'organisation sociale qui débouchent sur de la violence, une violence qui a pour seul objet la violence. C'est pas pour obtenir quelque chose, c'est la violence pour elle-même. Je pense qu'on est en train de commencer à le vivre. Or, si on comprend bien qu'effectivement ce système est en train de se terminer et que d'autres systèmes sont en émergence, je dis bien d'autres au pluriel, sont en émergence, eh bien on peut comprendre aussi que les pulsions qui proviennent de l'organisation disruptive de ce système, eh bien on peut ne pas les suivre, parce que ça c'est une propriété de l'humain, de pouvoir dire non à son inconscient.
Eh bien, si on arrive à ça, on a gagné, parce que qu'est-ce qu'on a gagné? C'est l'entrée dans l'ère la plus passionnante de toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la reconstruction d'une nouvelle culture. Mais cette fois-ci d'une culture intelligente, et pas d'une culture appauvrie, simplifiée et délétère comme celle qui se termine. Ok Frédéric, moi je propose que juste pour finir, tu peux peut-être donner quelques lieux, quelques références. Je sais pas, moi j'ai entendu parler donc qu'il y avait, ou il y a quelque chose sur YouTube, une conversation ou un échange que toi tu as eu avec d'autres. Est-ce que sur le site d'InfoGM par exemple, je sais qu'il y a énormément de... On insiste toujours auprès de nos auditrices et auditeurs d'aller regarder tout ça et d'ailleurs de soutenir InfoGM aussi. Hein. Mais où est-ce qu'on peut trouver des textes parfois pas trop incompréhensibles, un peu voilà, qui vulgarisent, qui expliquent toutes ces questions? Alors hélas, on me demande souvent des textes, mais le problème c'est que nous on n'a pas le temps d'écrire. Et on a fait un sound de... alors oui, ils sont nulle part, il y a des textes qui existent, mais ils sont nulle part, on n'a même pas de site internet dédié. InfoGM n'a pas repris ces textes-là, peut-être qu'on va le faire, il y a une réflexion en cours. Et moi, je conseillerais vraiment, moi j'ai fait 4 vidéos, il y a celle de Paulinis, qui vient de sortir sur la thématique des OGM dont on vient de parler. Et puis il y en a 3 autres, elles s'appellent, ce sont des introductions à la métamorphose culturelle. Et il y en a 2 qui s'appellent comme ça, métamorphose culturelle, et puis une autre qui s'appelle La Grande Épopée, où justement on parle de cette violence réactionnelle. Enfin, on introduit un tout petit peu le problème de cette violence réactionnelle. C'est assez facile à trouver sur YouTube. S'il y a des gens qui sont intéressés, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter, on a besoin de contact. D'accord. Est-ce que il y a une adresse mail qui est indiquée contact@evaglo.org? Ça c'est un bon contact si des gens veulent... Oui, absolument. Ils peuvent écrire à cette adresse-là. C'est une adresse qui est dédiée à l'évaluation globale et à tout ce qui concerne l'approche systémique. Pas de problème. D'accord, donc je répète, en tout cas ça c'est le groupe international d'études transdisciplinaires, contact@ et puis evaglo.org, Evaglo. Voilà, Evaglo pour évaluation globale évidemment. Si les gens ils voudraient savoir plus, ils peuvent écrire là-bas et toi tu pourrais peut-être leur envoyer, je sais pas, des liens, ou parce que c'est pas facile pour... Oui, on a pas mal de choses, il faudrait qu'on arrive à synthétiser tout ça. Et s'il y a des gens qui sont prêts à nous aider à le faire, ils sont bienvenus parce qu'on est débordés et voilà. Ouais. Ben moi je trouve ça assez incroyable, la complexité de toutes ces questions que vous devez essayer de déjà de comprendre et puis après de transmettre à d'autres. En tout cas, je te remercie beaucoup Frédéric pour tout ça, Frédéric Jacquemart. Eh bien merci à toi et merci à tous les auditeurs. Allez, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était la 19e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radiosenzine en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. Je rappelle que c'était donc avec Frédéric Jacquemart, ancien président d'InfoGM et membre du groupe international d'études transdisciplinaires. Les musiques qui accompagnent chaque émission dans cette série sont signées Chapelier Fou. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radiosenzine qui est www.radiosenzine.org, mais également sur le site d'InfoGM qui est www.infogm.org. Je vous rappelle aussi que vous pouvez prendre contact avec Frédéric Jacquemart en écrivant à contact@evaglo.org. Donc evaglo.org.